Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 9, épisode 2, nous sommes de retour pour la nouvelle saison. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de JF. Salut, comment ça va? Oh yes, JF en forme. J'adore cette nouvelle formule, j'ai vraiment hâte de voir où on va aller avec ça. Oui, mais ça amène plein de sujets intéressants et c'est intéressant aussi pour nous parce qu'on parle de sujets, on les connaît pas à l'avance. Donc les autres ils amènent des sujets sur lesquels on va devoir philosopher, réfléchir et discuter. Et en parlant de philosophie et de réflexion, nous sommes bien entendu en compagnie du titan de la légende P7 Pierre. Salut Pierre. Messieurs, bonjour. Oh, content. Je suis tellement content aussi que l'équipe soit là tout au complet. Pour de vrai, je dois dire, je suis vraiment heureux que la saison 9 soit entamée. Avant, il aurait juste été heureux. Maintenant, il est vraiment... Ouais, mais ça fait longtemps. Tu sais, on avait arrêté pendant pas tant plus longtemps que d'habitude, mais on dirait qu'avec le confinement, tout passe plus lentement. Ou plus vite. Plus vite, c'est ça, plus vite, exact. En tout cas, un des deux, mais c'est bizarre. Bien entendu, sans trop s'éterniser là-dessus, merci beaucoup les Patreons. Merci d'être là semaine après semaine. Pour ceux et celles qui voudraient nous encourager, Patreon, Balado Ludique, sinon allez juste nous donner un peu d'amour sur Facebook. Et mettez dans votre agenda le Beach Party. 11 avril. Plein d'invités, il va faire 25 degrés, on va être en live sur Twitch, tout le monde va être là, toutes les belles personnes. Oh my. Plein d'invités. Allez sur Facebook, il y a un événement qui a été créé. Invitez votre mère. Invitez votre frère. Invitez tout le monde que vous voulez. Invitez votre meilleur ennemi. Invitez-le. Quand même. Invitez-le. Fait que, sans plus tarder, on va faire un petit tour de table. Pierre, tu veux-tu lancer ça avec ta manchette? Oui, je peux faire ça. Pour le premier épisode, je vais parler d'un projet Kickstarter qui m'avait assez impressionné. Alors, je vous parlerai pas d'un autre projet Kickstarter. Oh! Ouais, je me doutais aussi. Je me doutais que t'allais dire ça. Un par année, c'est assez pour impressionner Pierre. Mais non, je vais vous en parler d'un autre, voyons donc. Oh! Revirement. Projet de Kickstarter qui encore m'impressionne plus que celui que je vous avais parlé la première fois. La raison est assez simple. Je vous avais parlé la première fois que il y avait Beast of Balance qui m'avait impressionné pour son côté hybride. Cette fois-ci, on parle littéralement de la fusion des jeux vidéo et des jeux société dans un appareil qui se proclame littéralement de Board Game Console. Oh oui. La console de jeux de société. Et là, peut-être que certains pensent ici à 8-Bit, qui est un jeu qui était sorti chez Yellow il y a quelques années, qui surfait sur la vague de nostalgie des jeux vidéo des années 80, qui essayait de donner un look de 8-Bit à des jeux comme ça dans un format de boîte qui se voulait comme une console, et là, les jeux de société étaient insérés dans la boîte comme des cartouches de jeux vidéo de l'époque. Mais ce n'est pas du tout de ça que je parle, parce que cette chose-là existe déjà et se proclame aussi Board Game Console. Je parle en fait d'un produit qui s'appelle Square One, de la compagnie Wizima en France, comme Yellow en France aussi. Mais là, on parle vraiment d'une vraie machine, d'un vrai écran tactile, un appareil intelligent de type iPad, je dirais. Qui a pour fonction unique que de reproduire un jeu de société, mais d'une manière complètement animée sur le plateau, avec des pions physiques, mais qui vont avoir des réactions virtuelles, là où vous allez les placer sur l'écran. Et qui va aussi avoir des éléments physiques sous forme de cartes, qui pourront aussi avoir des interactions avec l'écran, mais des dés également. Il va, en fait,
la machine prétend qu'elle est la première, parce qu'il y en a eu d'autres, il faut se le dire. Il y en a eu d'autres tentatives de faire un produit comme ça auparavant, mais celle-ci, c'est probablement la plus aboutie qui a été faite jusqu'à maintenant. Et c'est la première qui va intégrer un système de dés intelligents. C'est-à-dire des dés que vous allez lancer dans un entonnoir spécial qui vont atterrir sur une surface. Et peu importe la face qui va apparaître sur le dessus du dé, l'appareil va reconnaître qu'est-ce que vous avez eu et va activer les choses en conséquence dans le jeu. C'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit, je dirais, dans le milieu des jeux pour ceux qui sont connectés assez bien aux actualités. Je pense que ce ne sera pas quelque chose de nouveau qu'ils apprennent quand j'annonce ça aujourd'hui. Parce que quand même, c'est quelque chose qui brise les barrières et qui va même aller chercher des intérêts chez des partenaires assez importants comme Asmodée et comme Ravensburger, qui ont déjà signé des adaptations de jeux chez Wizima pour faire des versions de ces jeux-là sur la plateforme. On parle des Aventuriers du Rail, on parle aussi du jeu de plateau de Game of Thrones. Cosmos aussi va se mettre la partie avec The Crew, le fameux The Crew, jeu coopératif de levée, qui a fait pas mal toutes les manchettes depuis le Spiel de CRS. Pas le Spiel de CRS, mais plutôt le Salon des Scènes de 2019 et non pas 2020. Ça fait quand même déjà 2 ans, ou 1 an et demi, je dirais. Maintenant, il y a aussi des auteurs de jeux qui ont été recrutés pour inventer des jeux sur mesure sur la plateforme. Roberto Fraga en est un, par exemple. Roberto Fraga qui a des idées tellement déjantées et éclatées dans ses jeux de société que ça va arriver souvent qu'il ne pourra pas les réaliser, les faire produire, parce que les éditeurs vont tout simplement lui dire « mais c'est complètement infaisable ce que tu as fait, c'est beaucoup trop demandant au niveau budget et au niveau matériel », alors qu'il a trouvé un proto de jeu qui était justement infaisable à cause des exigences matérielles, et il l'a proposé à Wizima, qui l'a littéralement adapté sur la plateforme et qui en a fait un jeu réalisable. Crystal Bay, ça s'appelle. Un jeu où est-ce que vous devez chercher des choses cachées au fond de l'eau avec un phare qui va tourner sur l'écran et qui va faire apparaître les trésors là où le phare va éclairer. C'était quand même quelque chose qu'on peut imaginer qui était un peu difficile à réaliser physiquement. Quoique pas impossible, mais ça aurait pu se faire. C'est juste que peut-être que ça aurait coûté un peu trop cher à produire. Mais là, il y a juste. Là, je vois qu'il y a juste. Il n'y a pas beaucoup de jeux encore là-dessus. Forcément, parce que la machine est quand même assez neuve, mais disons que. 500 €. Oui, ça va de soi. Oh my god. Ça va de soi. C'est toujours ça, les phénomènes de consoles de jeux vidéo. Vous vous souvenez sûrement, quand vous étiez enfant, que le premier PlayStation coûtait les yeux de la tête. Le deuxième aussi, le troisième aussi, puis à un moment donné les prix baissent évidemment parce que bon, tout le monde a la machine, fait que ça devient plus difficile de la vendre. Alors ça va de soi que là, le Square One va coûter les yeux de la tête pour les premiers qui vont vouloir l'avoir. Moi qui ai toujours rêvé de jouer au Monopoly sur un gros iPad, mon rêve se réalise enfin. Peut-être, hein? Il prévoit rendre la chose disponible au mois de décembre de cette année. Donc, je dirais que c'est, pour moi, peut-être la chose que j'attends le plus dans toutes les choses qui vont apparaître dans l'industrie du jeu cette année. Ah, toi, on sait que tu as déjà backé ça là, à 500 € et plus. Là. Non! Le gars qui dit qu'il en achète pas, c'est sûr que tu l'as acheté. Ben, honnêtement, c'est probablement la chose, dans tous les projets Kickstarter, c'est la chose où j'ai frôlé le financement. Là. Ma souris était sur le bouton, mon doigt était prêt à peser. C'était tough de pas dire oui à ça. Là. Ouais, ben c'est sûr que ce domaine-là amène vraiment beaucoup de questionnements et de réflexions. Là, en tout cas, ouais. J'ai des moi je suis pas réserves, convaincu. J'ai beaucoup de réserves aussi, moi aussi. Oui, par rapport sais. à ça. Forcément, oui. C'est pas la première fois d'ailleurs que Simon, tu nous parles
de tes doutes par rapport au mariage entre les jeux vidéo et les jeux de société. Je sais que Jean-François est un petit peu plus ouvert à ça, par contre. Oui, oui, mais c'est juste que... Je sais pas, tu sais, déjà de 500$, c'est un premier barrière là, à se le procurer pour, tu sais, finalement avoir 10 jeux que tu as probablement déjà chez toi ou, tu sais, 2 exclusivités, mais tu sais, c'est comme à 500€, là, c'est 10 jeux, là. C'est ton starting pack, puis 10 jeux, puis la console, puis ta titre, puis... Oui. C'est sûr que ce sera pas tous les jeux qui vont adapter. Il y a plein de jeux qui, à mon avis, vont être créés, puis ce sera pas très bon. Fait que, tu sais, est-ce qu'on est plus encore dans un contexte un peu gimmicky, qui, oui, s'approche de peut-être un produit viable à long terme, mais moi, je suis loin d'être convaincu par ce produit-là, et ça reste à prouver. Tous les partenaires qui ont... c'est des grosses compagnies, là, comme disait Asmodee, Cosmos, Ravensburger, mais tu sais, je sais pas. Ultimement, je sais pas si c'est vraiment ça qui va l'emporter versus acheter le jeu Terraforming Mars à 20$ sur le Steam Store au lieu d'acheter une console à 500 pour jouer à Terraforming Mars. En tout cas, je le vois pas encore, le potentiel, mettons, grand marché. T'sais. Mm-hmm. Oui. Ben, c'est ça, c'est que c'est toute une nouvelle façon d'approcher l'industrie, parce qu'en réalité, cette console-là, sa Vraiment. force, elle réside pas dans le fait d'adapter des jeux qui existent déjà, tu sais, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas tant d'intérêt là-dedans, mais dans le fait de créer des jeux qui sont uniques pour cette plateforme. Mais là, c'est toujours une question de l'œuf ou la poule, c'est que s'il n'y a pas assez de gens qui ont la console, ben, est-ce que les compagnies vont investir dans le développement de ces jeux-là? La preuve est que dans le monde du jeu vidéo, c'est tellement difficile d'implanter une nouvelle console. J'imagine même pas dans le monde du jeu de société. Là. Ouais, ah, t'as raison. Je sais pas si on est encore prêt là, pour ce genre d'investissement là, pour pouvoir jouer à nos jeux. Après ça, je me dis, ben, pour un pub à jeu, peut-être que ça vaut la peine, mais tu sais, si t'as un pub à jeu, tu veux t'en acheter pas une tablette comme ça, tu veux en Ouais, t'en acheter as 10, 50. là, pis c'est la Mais place où les 10, gens viennent mais jouer à ça, tu sais. c'est ça. Fait que je me dis, voilà, peut-être qu'un pub, ils investissent un par année, puis tranquillement, ils buildent ça, mais je sais pas. Je reste sceptique, puis j'ai hâte de voir à quel point ça va faire ses preuves. Après, je pense que c'est une belle idée. On s'en va dans cette direction-là. Comme on dit, il y a plein de tentatives, puis il va probablement en avoir encore d'essayer de rassembler là, ces deux univers, ces deux mondes. Effectivement, on n'est qu'au début de ça. D'ailleurs, on va sûrement en reparler dans des prochains épisodes, là, mais on voit ces technologies qui évoluent de plus en plus. Absolument. Je vais nous c'est un gros sujet, ça. Il nous reste juste quelques minutes pour ça, pour nous, un petit sujet d'actualité. Toute une manchette, ça, que Pierre nous a servi là. Je vais essayer d'y aller vite parce que j'en avais quand même une assez importante aussi. Mais au final, c'est pas nous qui avons l'exclusivité de cette manchette. C'est que le proto de l'année auquel nous participons les trois activement en tant qu'organisateurs, juges et tout ça, a été dévoilé. Le proto de l'année grand public 2020 a été dévoilé la semaine dernière. Donc oui, c'est ça, c'est très cool. On sait qu'on est un peu en retard avec la COVID et tout ça, la COVID, mais je tiens à féliciter personnellement Antoine Lefebvre avec Arcturus Rex, un roll and write en noir et blanc. On est rendu là, en fait, à une époque où un roll and write en noir et blanc qui se joue avec 4d6 bien normal peut gagner un concours de proto. Wow! Donc vraiment bravo, ça a été quand même somme toute très serré comme compétition. Ce qui a démarqué en fait ce jeu-là, il y a plusieurs points, mais ce qui l'a démarqué, c'est à quel point il avait été testé, à quel point il semblait tight, à quel point il n'y avait pas d'ambiguïté sur le jeu. Est-ce que c'est un jeu solide ou non? Non. Tu as fini ta game, tu veux recommencer parce que tu veux essayer une autre stratégie directement. Donc, beaucoup de choix significatifs et une envie de rejouer qui est très forte. Donc, vraiment, bravo à Arcturus Rex. Ouais, pour la deuxième année du concours. La deuxième année du proto de l'année. C'est particulier malgré tout, hein?
effectivement, une année assez particulière. D'ailleurs, là, pour ceux qui suivent pas ça sur les autres plateformes, on est en train d'essayer de finaliser les tests pour le proto de l'année expert, ce qui est assez difficile parce qu'on peut pas se rencontrer, bien entendu. Donc, on travaille là-dessus et on vous revient avec des nouvelles. Sinon, ben, n'hésitez pas à C'est suivre pas des Ludo petits Québec. jeux, hein. C'est pas des petits jeux, il y a du stock. il y a C'est du- pas des... Exactement. D'ailleurs, on avait fait un épisode de la saison 8, je pense qu'on passait tous les jeux, tous les finalistes, là, proto de l'année grand public, proto de l'année expert. Fait que si vous avez manqué ça, allez jeter un coup d'œil. Sinon, sur Ludo Québec, là, la page Facebook de Ludo Québec, il y a des vidéos qui parlent de ces jeux-là aussi. Mais c'était quand même, on ne pouvait pas passer à côté là, de féliciter Antoine pour son bon travail là-dessus. Et bien entendu, tous les autres participants, participantes, là, parce que la compétition est de plus en plus solide et j'ai vraiment hâte de voir dans quelques années à quoi va ressembler le concours du proto de l'année. Ouais. J'ai bon espoir que ça va. On va être de plus en plus impressionnés année après année. Alors, C'est clair. Simon, est-ce que tu veux nous commencer ça aujourd'hui avec ta première chronique sérieuse? Oh yes, alors on continue avec notre concept, bon, des chroniques. Et moi, en fait, c'est la suite de la semaine dernière. Alors, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, c'est pas grave parce que je vais essayer de vous faire un petit résumé rapide avant de se lancer. Mais sinon, allez, la semaine dernière, écoutez ça dure 15 minutes. Donc, j'avais parlé des échecs et de l'échec le jeu et de la maladie mentale, à quel point ça peut mettre une certaine pression sur les gens et créer une espèce de dépression nerveuse chez certains joueurs de haut niveau et même de plus bas niveau. Et pour ça, on s'était basé un peu sur l'œuvre Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, mais aussi sur le plus célèbre maintenant, Queen's Gambit, avec Beth Harmon, qu'on sait qui souffre de problèmes de consommation, d'addiction et de problèmes de maladies mentales. Aujourd'hui, on va prendre un angle un peu différent et on va partir, encore une fois, d'une œuvre de fiction qui est l'œuvre de Nabokov. Nabokov, c'est un écrivain, poète russe assez connu, dans le fond que je connaissais pas vraiment, mais bon, qui est assez connu, et qui a écrit un livre, une nouvelle qui s'appelle The Defense. The Defense, ça raconte l'histoire d'un jeune aristocrate russe qui, un jour, découvre les échecs avec un ami de son père. Et suite à cette rencontre-là, en fait, il devient assez obsédé par les échecs. Il devient rapidement un grand joueur, s'inscrit dans des compétitions locales, monte les échelons en tant que joueur d'échecs. C'est un prodigieux joueur et il atteint le titre de grand maître, Grand Master aux échecs en moins de 20 ans. Les choses tournent quand même mal assez rapidement quand il se retrouve face à un grand maître italien qui, c'est comme une espèce de match important pour aller affronter le champion du monde, mais il se retrouve face à ce grand maître italien et ce grand maître italien arrive à jouer dans sa tête, si on veut, hein, c'est ça un peu les échecs, et à détruire complètement sa défense qui était soigneusement planifiée. Dès les premiers coups du match, il arrive à jouer dans sa tête et à détruire ça. Alors, là, en fait, avant même que la partie se termine, le personnage, donc Alexander, fait une dépression nerveuse, comme on l'a vu particulièrement souvent dans l'autre épisode, et il est obligé de déclarer forfait et de quitter. Il est ramené chez lui, dans son pays, il est conduit dans une maison de repos où il va finir par s'en remettre, mais le médecin convainc la famille d'Alexander, de Luzin, il l'appelle comme ça, c'est Alexander Luzin, donc la famille de Luzin, de lui dire les échecs, c'est ça qui l'a rendu vraiment fucké, il devrait plus jamais toucher à un jeu d'échecs, il devrait plus jamais comme voir un board d'échecs. Dans le meilleur des mondes, là, enlevez toute votre tapisserie qui est quadrillée parce que ça peut le faire craquer. Par contre, bon, comme on peut s'imaginer, lentement, au fil des années, il y a des petits événements qui fait que il revient aux échecs. Emmené dans un vieux manteau, il trouve un vieil échiquier de poche. Ou, à un moment donné, il voit un film dans lequel il y a quelqu'un qui joue aux échecs puis qui fait un move qui fait pas de sens. T'sais. Fait que les échecs commencent à reprendre, ça commence à reprendre lentement emprise sur sa vie et ça redevient obsessif.
Et là, il essaye en fait de trouver le mouvement parfait de défense qui lui permettrait de protéger sa vie contre les échecs. Tout ça culmine là, dans une espèce de fight dans laquelle il va s'enfermer dans la salle de bain alors que sa femme et des invités frappent dans la porte pour finalement sauter de la fenêtre et mettre fin à ses jours comme ça. Donc, la dernière fois, on a parlé des gens qui allaient vraiment dans des dépressions nerveuses suite à la folie des échecs. Aujourd'hui, on va parler en fait d'un niveau un peu plus grave de ça, les gens qui vont mettre fin à leur vie à cause des échecs. On se lance tout de suite avec, et ça c'est de la fiction, mais là, en fait, on tombe dans le réel directement. Il y a un joueur qui s'appelle Kurt von Bardeleben, qui est souvent associé là, à un match exceptionnel joué en 1995, où il s'était fait battre par une série de sacrifices de tours très futés de la part de Stenitz, qu'on a parlé d'ailleurs dans le premier épisode. Ça lui a amené, en fait, malheureusement, le désir de sauter par une fenêtre à l'âge de 62 ans. Et c'est exactement cet événement-là qui a inspiré Nabokov avec son livre The Defense. Et les gens qui ont sauté par les fenêtres, il n'y en a pas juste un. On a le grand maître estonien Lembit Hall qui a sauté d'une fenêtre en 1999. On a un maître soviétique, Gregory Ilvitz, qui a sauté d'une fenêtre à l'âge de 68 ans. Sinon, on a deux amis, deux introvertis des échecs, Vitolin et Grigorian. C'était des gens qui n'avaient très peu d'amis dans le vrai monde, mais c'était pas rare qu'on les voyait dans des tournois d'échecs en train de parler dans un corridor. C'était les deux... c'était des amis un peu de fortune qui se retrouvaient comme ça dans des tournois d'échecs. Eh bien, Vitolin, à l'âge de 50 ans, a décidé de sauter d'un pont dans la rivière de Godja, alors que Grigorian, lui, à l'âge de 42 ans, a décidé de sauter du haut d'un pont en Russie. Alors, sauter d'en haut de quelque chose, ça semble d'ailleurs un thème assez prédominant. Et là, on parle de ça un peu avec légèreté. On s'entend que c'est des gens qui se sont suicidés, donc c'est quand même grave. Quand même lourd. C'est quand même lourd. C'est quand même lourd. Tu sais, j'essaye de garder ça, entre les deux. Mais the world most dangerous game, c'est les échecs, c'est le sport, si on prend sport au sens large du terme, qui a le taux de suicide le plus élevé et de très loin. Et ces quelques petits exemples sont là pour nous le prouver. On continue avec un exemple, Norman von Land, qui est un Néerlandais qui venait d'une famille là, de classe supérieure, tout ça. Donc, il était destiné à tout un bel avenir, devenir trouver un bon titre, épouser une femme jeune et gentille, trouver un bon travail, et tout ça, il avait tout devant lui. Par contre, malheureusement, il a sauté d'un bateau durant... Excusez-moi. Un gros bateau, là! Il était en train de traverser vers la Hollande quand il a décidé de sauter dans la mer du Nord pour mettre fin à sa vie de façon tragique à 25 ans. C'était d'ailleurs, encore une fois, un des très grands joueurs d'échecs. Harry Nelson Pittsburgh, un héros américain donc du début de l'âge moderne des échecs, qui souffrait quand même de plusieurs problèmes mentaux. En fait, d'ailleurs, lui, c'était un peu différent, on va dire, parce qu'il était atteint d'une syphilis très agressive. On sait que la syphilis, ça peut aller se loger dans le cerveau éventuellement. Mais bon, il a quand même tenté de se suicider en sautant du 4e étage de l'hôpital dans lequel il était interné. Par chance, il n'a pas réussi à mettre fin à ses jours, mais malheureusement, il a terminé sa vie là. Et il a terminé sa vie de façon tragique. Poutianin était un des plus talentueux joueurs finlandais. D'ailleurs, c'était l'espoir national en Finlande. Il a été joué quelques fois en Union soviétique, mais le stress des grands tournois est devenu trop grand pour lui et il a mis fin à ses jours. Donc, comme vous pouvez le constater, là, c'est ça, énormément de cas de suicide, mais
La violence aussi dans les échecs est présente. On a le cas de Raymond Weinstein, qui est, bon, on disait à l'époque où Bobby Fischer était le champion là, incontesté, Raymond Weinstein, un Américain, était tout juste derrière lui. En fait, c'était l'aîné de Bobby Fischer de 2 ans et ils habitaient dans le même patelin. Là. Donc, ils ont vraiment grandi ensemble et vous comprenez, quand vous êtes quelqu'un de talentueux, et que vous grandissez dans le même patelin que le meilleur et que le plus talentueux, ça veut dire que vous vous retrouvez automatiquement dans l'ombre de cette personne pour l'ensemble de votre vie. Et d'ailleurs, dans un tournoi en 1961, alors qu'il a terminé derrière Bobby Fischer, Weinstein il a souffert d'une dépression nerveuse et il n'a pas pu résister là, à commencer à agresser, à tabasser, en fait, un journaliste local d'échecs. Il a été envoyé il a été ramené aux États-Unis, mis dans une institut de réhabilitation, malheureusement, dans laquelle il a tranché la gorge de son colocataire de 83 ans. Il a été jugé, bien entendu, inapte à subir son procès pour cause de problèmes mentaux. Et il est encore aujourd'hui au Kirby Forensic Psychiatric Center à Manhattan, où il va finir ses jours, malheureusement, à cet endroit-là. Je vous épargne, en fait, bien entendu, les détails les plus morbides sur Alexander Pichushkin, un joueur russe amateur d'échecs, mais aussi le serial killer qui se faisait appeler The Chess Killer. Alors, c'était un joueur d'échecs amateur russe qui tuait des itinérants. Et en fait, quand les policiers sont débarqués chez lui, ça n'a pas été très difficile de le condamner parce qu'en fait, il écrivait, il y avait un board d'échecs sur son mur et il écrivait dans chacune des cases la date à laquelle il avait tué la personne et comment il l'avait tué. Oh my God. 63 victimes, il aura pratiquement complété son premier échiquier. Quand même. C'est... Wow. Une des citations les plus célèbres que j'ai retrouvées pendant toutes mes recherches sur cette question de est-ce que les échecs rendent fou, c'est une citation qui est assez bizarre parce qu'elle est contradictoire à ça. Chess doesn't drive people mad. In fact, it keeps mad people sane. Fait que les échecs rendent pas les gens fous, mais ça empêche les gens fous ça permet aux gens fous de rester sains. Donc, est-ce que justement tous ces joueurs d'échecs professionnels seraient devenus des tueurs en série s'ils n'avaient pas eu les échecs? Ça, c'est une théorie qui se défend selon cette simple petite citation. Bien qu'il n'y ait aucune preuve scientifique qui prouve que les échecs rendent fous, c'est clair qu'en regardant cette petite échantillon que moi je vous ai fourni, laissez-moi vous dire que la liste, elle était encore beaucoup plus longue que qu'est-ce que je vous ai parlé. Mais c'est sûr que les complications sur cette grille quadrillée de couleurs alternées peut avoir un impact sur la psyché de quelqu'un. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver là, à internaliser des variations et à avoir des dialogues à haute voix. Je vais juste terminer. Pierre avait abordé un petit peu la question au dernier épisode, mais c'est quoi les hypothèses qui fait que les gens peuvent devenir comme fous en dédiant sa vie aux échecs? Un des premiers points, d'ailleurs, c'est un des points qu'on avait abordé la dernière fois, c'est trop de temps passé à l'intérieur de soi-même. Trop de conversations constantes à propos du plateau. Trop de conversations constantes à propos des échecs avec soi-même, tout le temps, redondant. On peut imaginer, bon, les gens qui vont très loin là, dans certaines disciplines, comment ils peuvent devenir obsédés. Est-ce que les échecs peuvent faire ça? Sinon, le fait de calculer. Les calculs aux échecs, on dit qu'il y a certains joueurs qui peuvent calculer 8 moves à l'avance. 8 moves à l'avance, c'est d'une folie pure. Là, je veux dire, à part des ordinateurs et quelques humains sur Terre, personne ne peut faire ça. Mais c'est une tâche qui est excessivement difficile, rude et épuisante pour l'esprit. Donc ça pourrait aussi être une des causes là, qui amène ça. Sinon, un autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est
la mémorisation de tellement de parties et d'ouvertures aux échecs. C'est comme si on prenait, si on essayait d'enfoncer tellement d'affaires dans notre tête, de garder tellement d'informations qu'en il n'y a plus de place pour d'autres choses. Et ça peut créer une espèce de craquement. Bon, on revient un peu sur l'exemple de Bobby Fischer. Trop de temps passé dans les échecs, pas assez de temps passé dans le vrai monde. Et ça, hein, c'est la même chose pour n'importe quelle addiction. On peut dire, quand tu es dans ton addiction, c'est correct, mais dès que tu te retrouves confronté à la réalité, ça devient beaucoup plus difficile. Sinon, on va passer plus au niveau compétitif de la chose. Perdre un match, là, et même souvent, c'est pas un match, c'est une série de matchs. Ça va être comme 7 parties qui vont se jouer sur une période d'à peu près une semaine, même des fois plusieurs mois. Donc, cette pression-là, la rivalité entre les individus est tellement grande à ce niveau que le fait de perdre un match peut vous rendre fou. D'ailleurs, on l'a vu dans plusieurs exemples où la défaite aura été le trigger pour la folie. Sinon aussi, c'est une pression qui est nationale. À notre époque, peut-être qu'on le ressent moins, mais les échecs ont eu un énorme essor durant la guerre froide, ce qui était pas... donc, la personne ne représentait pas elle-même... n'était pas là pour se battre juste contre un individu, mais représentait sa nation au grand complet. Finalement, dernière hypothèse que j'ai trouvée sur le sujet, l'alternance de cases noires et cases blanches, c'est un peu la métaphore de cette dualité éternelle entre le fou et le génie. Est-ce que cette alternance sur le plateau est assez pour vous hypnotiser pour le reste de votre vie? Alors, c'était ça. Est-ce que les échecs peuvent vous rendre fou? Faites attention quand vous allez vous retrouver face à un plateau d'échecs la prochaine fois. Pensez-y bien avant de vous asseoir. Ben oui, ben là, maintenant que je vais voir du quadrillé, je vais avoir peur un peu, là. C'est ça, exact. C'est traumatisant, ces histoires! Je veux pas être pogné comme ça! En plus, on le choisit pas, là. Ça nous tombe dessus. Exactement, exactement. Fait que aussi, ça me fait penser, tu sais, quand mettons, tu présentes ça à ton enfant, là, les échecs, puis tu vois qu'il y a un certain talent pour les échecs. Est-ce que tu décides de le pousser là-dedans ou t'es comme, ah, tiens, on va apprendre un autre sport à la place, tu pourrais peut-être faire de la lutte. Quelque chose de moins dangereux, mettons? Ce serait intéressant de voir le phénomène mental comme ça chez les joueuses d'échecs. Parce que les échecs ont aussi leur volet féminin. Et ils ont aussi leur championnat pour les femmes. C'est d'ailleurs ça que la série de Queen's Gambit pointe. C'est le fait qu'une femme participe à des tournois uniquement masculins. Donc ça en fait d'elle la première championne qui essaye de s'affronter dans un monde exclusivement masculin habituellement. Mais ça serait quand même intéressant de voir à quel point les femmes peuvent être affectées aussi mentalement comme ça. S'il y a eu un taux de folie aussi fort chez l'histoire des femmes aux échecs. Effectivement, c'est un bon point. D'ailleurs, dans le livre de Paul Hoffman, dont j'avais parlé la dernière fois, King's Gambit, A Son, a Father and the World's Most Dangerous Game, je crois, si je me souviens bien, qu'il interview des femmes, des championnes féminines d'échecs. Fait que possiblement qu'on pourrait trouver un soupçon de réponse à cet endroit. Je note ça pour les prochaines chroniques. Alors, sans plus tarder, Pierre, justement, on va te laisser y aller de ton côté. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Ben, écoute, dans la foulée du risque que tu évoquais au premier épisode d'avoir des chroniques qui s'entrecroisent sans qu'on le sache à l'avance. Oh non. Quoi? La chronique que je vais parler aujourd'hui ne croise pas celle que tu viens de faire, mais elle donne la suite à ton introduction, puisque je vais vous parler de l'histoire des jeux Roll and Write. Oh, wow! Ben ça c'est juste des belles coins. Les gens pourraient croire qu'on a fait exprès, là. Oui, exactement. Les gens pourraient croire qu'on a fait exprès, et pourtant, c'est absolument le fruit du hasard qui est arrivé comme ça. Et pourquoi je vous parle de l'histoire des jeux Roll and Write? Ben, vous l'avez constaté, en fait, la coïncidence que ça a donné avec Simon qui a annoncé le gagnant du proto de l'année, qui est un
roll and write tout simple mais efficace. Les roll and write sont dans une tendance qui n'a jamais été aussi forte que dans les 5-10 dernières années, je dirais. Mais elles ont eu quand même un début. En fait, ces créations-là ont eu un début et ça a commencé quand même en Lyon, les roll and write, dans l'histoire des jeux de société. Et je pense que plusieurs qui nous écoutent, sûrement mes deux collègues, connaissent ou se doutent du titre du premier jeu roll and write de l'histoire qui a existé. Yahtzee! Ben, en fait, oui et non. Parce que Yahtzee, c'est vrai qu'il est dans les plus anciens. Et plusieurs vont dire que c'est le premier. Et pourtant, c'est pas vrai. Mais en même temps, ça l'est. Et comment j'arrive à ça? Ben, c'est que... C'est louche! Yahtzee, pour l'histoire de Yahtzee, qu'est-ce que c'est Yahtzee? C'est un jeu avec 5 dés qu'on lance, et c'est des dés normaux, en fait. Et après ça, on peut relancer les dés jusqu'à 2 autres fois pour essayer de faire des séquences de dés, exactement comme on fait des séquences de cartes au poker. Donc, 3 dés pareils, 4 dés pareils, ou si vous faites un Yahtzee, c'est 5 dés pareils. Ça peut être aussi 2 dés pareils, puis 3 dés pareils. Ça peut être aussi une série de chiffres qui se suivent. Bref, il faut faire des points, et on peut faire des points seulement une fois dans chacune des façons de faire des points. Et l'idée, c'est de faire le plus de points possible une fois que tout le monde a essayé de faire des points dans leur catégorie. C'est un jeu qui a eu un succès monstrueux, qui est toujours en vente aujourd'hui. C'est en fait le Monopoly du roll and write. Et sa première édition officielle est arrivée en 1956. Mais je vous dis oui et non que c'est le premier jeu parce qu'en fait, Yahtzee a été officialisé en 1956, mais il existait avant. C'est un jeu, Yahtzee, à vrai dire, qui est l'adaptation d'un jeu que les gens jouaient avant, dans le domaine public. Exactement comme les loups-garous de tierce-lieu, n'est pas un jeu qui a été inventé de toutes pièces quand il a eu son format commercial. Ce jeu-là existait avant, sous le format, un thème en fait de mafia russe en fait, dans les années 80. Alors, le Yahtzee a trouvé son origine dans un jeu qui s'appelait le Yacht. Yacht, Y-A-C-H-T. Et ce jeu-là ne date pas évidemment de 1956. On le fait reculer, à vrai dire. Il pourrait être plus vieux que ça encore, mais on prétend qu'il serait daté de 1938. Selon deux auteurs qui sont Monsieur Wood et Madame Goddard, Clement Wood et Gloria Goddard, qui ont fait un livre en 1940. Si vous l'avez, je suis preneur, parce que c'est une petite perle de rareté, qui s'appelle The Complete Book of Games. Dans ce livre, on apprend qu'il y avait déjà un jeu qui existait en 1940, qui s'appelait le Crag. Et le Crag, les auteurs en font référence comme un jeu qui ressemble au jeu du Yacht. Et quand on voit la description du Crag, c'est le Yahtzee. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé avec le Yahtzee? Pourquoi c'est Yahtzee qui est devenu la version officielle? Ben, c'est parce que la légende raconte que ce serait un couple de Canadiens, messieurs, qui jouait sur un yacht, parce que c'est un couple de Canadiens riches, qui serait allé voir Monsieur Edwin S. Lowe. S pour je sais pas quoi. Mais Edwin S. Lowe était un homme déjà très connu dans le monde des jeux en 1956, lorsque le couple de Canadiens, soi-disant, aurait été le voir, puisque ce monsieur Lowe avait déjà fait fortune avec ce qu'on appelle quelque chose plus communément aujourd'hui, le bingo. Si vous savez, si vous avez joué au bingo dans un sous-sol d'église dans votre vie, c'est à cause de monsieur Lowe.
M. Lowe a été le responsable de la popularité des cartes de bingo à travers les sous-sols d'église et les écoles et finalement pas mal tout ce qu'on connaît du phénomène culturel bingo parce que M. Lowe a connu le jeu du bingo alors qu'il s'appelait Beano. Et il a vu ça dans une fête foraine en Géorgie en 1929, en décembre, soit 2 mois après la crise économique qui avait commencé. Et il a été charmé totalement par ce jeu-là qui était joué dans une fête foraine où est-ce qu'on prenait des bines sèches qu'on mettait sur des chiffres sur une carte numérotée lorsque ces chiffres-là étaient pigés. Et là, après ça, la première personne qui faisait une ligne sur sa fiche criait « Beano ». Et là, il a tout de suite récupéré cette idée-là qui était importée de, je vous laisse deviner quel pays. Parce que c'était pas américain, ce jeu-là. Vous doutez-vous de quel pays ça venait? Du Mexique. Et non. Ah. Du Canada. Et non. Ça venait des Allemands. Ah, Beano, parce que moi je me disais des billes. C'est sûr. Et là, ensuite, il a pris le concept et il l'a popularisé. Et il en a fait une fortune. Il est passé d'une petite... Parce qu'avant ça, il était un espèce d'itinérant qui vendait des jouets puis des jeux, puis une petite compagnie avec 2 employés. Il est monté d'un coup sec avec le bingo d'une compagnie à 2 employés jusqu'à une compagnie à 1000 employés. Et puis, son Beano est devenu bingo parce qu'en faisant jouer le jeu à du monde à qui voulait le vendre, à un moment donné, il y a une femme qui ne s'appelait plus exactement c'était quoi le nom du jeu. Fait que, au lieu de crier Beano, elle a crié bingo. Fait que là, ça lui est resté dans sa tête et puis il s'est dit, c'est comme ça que je vais appeler mon jeu. Et c'est comme ça la petite histoire de bingo. Mais maintenant, pour revenir à Yahtzee, évidemment, M. Lowe a été approché par le couple de Canadiens et il a fait un deal avec eux. Il leur a dit, je vous donne 1000 jeux gratuits en échange de votre concept que je vais populariser. Donc, le couple de Canadiens très innocents ont échangé leurs droits d'auteur à M. Lowe pour ça. Et c'est comme ça que le Yahtzee est devenu un phénomène de popularité assez immense. Pas pour la première année, mais ensuite, les années qui ont suivi, ça s'est fait vraiment d'une façon très très fulgurante parce que de bouche à oreille, M. Lowe avait trouvé le truc en faisant des parties de rassemblement pour jouer à Yahtzee. Et il a fait fortune comme ça, il en a vendu 40 millions de copies jusqu'en 1973 où Milton Bradley est venu acheter sa compagnie pour en faire le jeu qu'on a connu après. Mais Yahtzee, par contre, n'a jamais été vendu au Québec avant ça. C'est à partir de Milton Bradley qu'on a connu Yahtzee. Alors, qu'est-ce qu'on avait, nous, pendant ce temps-là? On avait le Yum, messieurs. Le Yum était aussi une variante de... J'ai jamais vraiment adhéré à ça, moi, au Yum. Ah, il faut pourtant, parce que, voyez-vous, c'est québécois, ce jeu-là. Ah, c'est bon, je vais changer mon fusil d'épaule. Le Yum est québécois pour la bonne raison que c'est un Québécois qui venait du Rhode Island qui a, soi-disant, inventé, entre guillemets, le Yum. Parce que, Yahtzee étant dérivé du yacht, on se doute qu'il y avait aussi d'autres dérivés qui pouvaient circuler un peu partout avec un jeu au domaine public comme ça. Donc, le Yum est devenu le Yahtzee québécois en 1959 à cause d'un Québécois, finalement, d'un monsieur qui était anglophone, mais qui est resté au Québec quand même. Et qui a fait son monsieur, là, je vais vous dire son nom, c'est monsieur Harvey Grinsell, qui a fait son jeu, qui l'a vraiment assemblé toutes les boîtes et mis le matériel au complet et qui l'a vendu et qui a vraiment connu un succès énorme en le vendant chez Eaton et chez Simpson. Et tellement que ça a attiré l'attention d'un certain Parker Brothers, compagnie qui était reine et maîtresse de toutes les compagnies de jeux à l'époque, avec son Monopoly. Mais comme elle ne pouvait pas acheter la compagnie Monsieur Lowe, qui faisait une fortune avec son Yahtzee, elle s'est penchée sur la version québécoise de Yum. Et Parker Brothers a acquis les droits de Yum en 1966, alors que Milton Bradley avait les droits de Yahtzee en 1973. Donc, ça a été l'éternel duel entre Yum et Yahtzee à partir de ce moment-là. Mais c'était le début des Roll and Write, parce qu'après ça, il y a eu les Roll and Write qui se sont développés petit à petit. Alors que les deux géants s'affrontaient pour dominer le Roll and Write, il y avait d'autres jeux, comme un des premiers de chez Hasbro, qui s'appelait Six Steps. Six Steps, en 1965, est un jeu où on avait une grille avec des cases numérotées de 1 à 6, et il fallait jouer 2 dés.
Et quand on jouait 2D, ben, si par exemple on avait un 5 et un 3, ben, on pouvait soit encercler un 5 dans la colonne 3, ou on pouvait encercler un 3 dans la colonne 5. Et il fallait encercler des chiffres comme ça. Et si on ne pouvait pas encercler des chiffres à cause d'un résultat, ben là, il fallait barrer un chiffre dans notre choix dans notre grille. Et après ça, quand la grille était remplie, ben, on comptait tous les chiffres qu'on avait encerclés, puis on les additionnait, ça faisait nos points. C'était aussi simple que ça. Mais ensuite, on a eu en 73 les vrais de vrais qui commençaient. Avec M. Saxon. Oh oui. M. Saxon, qui a été responsable de Acquire, de Can't Stop, et de I'm the Boss, et d'une panoplie d'autres jeux. Un des grands des grands. Mais M. Saxon a fait son ancêtre de Can't Stop en 73 avec The Great Races, qui était finalement un Can't Stop avec une thématique de course de chevaux. Mais là, à ce moment-là, par contre, c'était pas un jeu de gestion de risque, parce qu'on relançait tout le temps les dés jusqu'à temps qu'on arrêtait. Il fallait le lancer une seule fois. Et là, il y avait des points pour la première place et la deuxième place dans chaque rangée. Et il y avait aussi il fallait calculer les points finalement à la fin de la partie au lieu de 15 stop, parce qu'il faut être juste le premier à avoir 3 rangées de compléter. Et plus tard, pas longtemps après, en 79, on avait le tout premier roll and write avec des mots qui s'appelait Nerd Word, ou Word Nerd en fait, et qui sortait chez Hasbro. Un jeu d'une élégance assez frappante, où est-ce qu'on avait une grille de 4 cases par 4 cases vide, avec un D12, sur lesquels on avait des lettres. 4 lettres sur chaque face. Un joueur lançait le D12, et là, on avait une lettre à choisir. Chaque joueur choisissait une lettre parmi les 4 lettres sur le D12, qu'il inscrivait où il voulait dans une case de sa grille de 16 par 16. Et éventuellement, les grilles de chaque joueur se remplissaient, et si ça faisait des mots en rangée ou en colonne de 4 lettres, ben ça scorait des points. Et les lettres avaient des points. Un Q, par exemple, ça valait cher. Ça valait 5 points. Un Z aussi, ça valait 4. Un J ou un X, ça valait 3. Un K, un V, un W ou un Y, ça valait 2. Puis toutes les autres lettres valaient 1. Et c'est les personnes qui faisaient le plus de points qui gagnaient. Et puis après, ben, est arrivé Monsieur Knidia, bien sûr, le docteur, qui nous a fait rentrer au 21e siècle. Avec Le décathlon du docteur! le Décathlon! On l'a testé en plus! Voilà, vous connaissez les jeux ouais. de Décathlon. Le Décathlon. Épisode 1, saison 5, quelque chose de même. Allez voir ça, on a joué tous les jeux du décathlon. Exactement. Ça, c'était la première entrée de la vague des euros vers les roll and write. Parce que les roll and write, il faut se dire, étaient vraiment pas populaires il y a 20 ans quand les jeux euros ont commencé à faire leur invasion. Parce que tout le terrain est occupé encore par le Yahtzee et le Yum, malgré les tentatives des autres jeux que je vous ai nommés. Alors, ça l'a pris quand même un bout de temps. En fait, ça l'a pris un certain auteur d'un certain jeu qui est très populaire. L'auteur du jeu Pandémie, bien sûr. L'auteur du jeu Pandémie a fait un jeu pas longtemps après Pandémie, à vrai dire. Matt Leacock a créé un jeu qui s'est rendu au Spiel 2008 dans les nominés. Avant Pandémie, il y a eu une nomination et c'était Roll Through the Ages. Et ce jeu-là est devenu, je dirais, le premier fer de lance, le premier jeu vraiment qui a lancé la vague des roll and write à partir des années qui suivaient. Parce que, évidemment, en étant nominé dans le Spiel, ça donnait beaucoup plus de visibilité aux mécaniques du roll and write. Et on a vu après ça, en 2012, Quicks, en nominé contre Anabi. Tout petit jeu très simple, avec des dés de couleur, qui était très efficace. Et à partir de Quicks, on a sauté vers les autres jeux qui sont venus par après, qui ont explosé. Notamment avec celui qui domine pas mal l'actualité depuis 3 ans, qui s'appelle Très Futé. Et c'est pas mal ça, je dirais, l'histoire des roll and write, mais très très brièvement. C'est vraiment plus jeune que je pouvais m'imaginer. Là. Oui, c'est vieux parce que il y a des Yum, mais dans le sens que ça a été popularisé surtout dans les 10 dernières années, dans le fond. Oui, forcément, parce que avant, ce qui se passait, c'est que les euros, on voulait vraiment les connaître davantage parce que c'était des jeux qui défiaient les standards
qu'on avait connu des jeux d'avant, c'est-à-dire des jeux où est-ce que les dés sont toujours là pour dire qu'est-ce qu'on fait. Alors, les jeux Euro nous proposaient des alternatives différentes. Alors, il était hors de question qu'on commence à exploiter des roll and write pour se vendre. Ouais, Très ouais, cool. je comprends. Puis même quasiment presque une aversion au dé. J'ai l'impression que le début là, de l'âge moderne, un peu des jeux de société, on avait tendance à vouloir aller vers le jeu de stratégie, le jeu qui n'incluait le moins de hasard et donc le moins de dés. Alors, j'imagine que ça a peut-être joué psychologiquement. Là, je sais qu'à long terme, cette barrière a été dépassée. Maintenant, on peut voir plein de jeux de dés qui sont très stratégiques malgré tout. Mais je pense que c'est quelque chose qui restait peut-être dans leur tête. Là, oui, à cette époque-là. il y a eu quand même Catan qui qui jouait avec des Oui. dés, mais ça prenait un jeu comme ça pour faire le pont entre l'Europe et le C'est reste. ça. Ouais. Mais oui, effectivement, après ça, il était hors de question de prendre des dés dans un jeu. Très Mais intéressant tout ça, hein. Les survols historiques, c'est vraiment bien. En fait, je veux pas m'aventurer là maintenant parce que, bon, il y aura une autre chronique après, mais à la fin de l'épisode, là, restez là à la fin de l'épisode parce que nous allons vous parler d'un nouveau pan de l'histoire du Roll and Write qui est en train de s'écrire au moment même où on se parle. Mais ça, on en reparle à la fin de l'épisode. Du gros suspense, ça. Du gros suspense. Et justement, JF, c'est à ton tour. Donc, Et je tiens quand même à souligner aussi, avant de passer à JF, que ma chronique n'était pas arrangée non plus avec ce qu'on annonce à la fin de l'épisode. Oui, alors pour ma chronique aujourd'hui, je vais vous parler de jeux de société. Eh oui, de jeux de société, mais wow. aussi de travailler dans l'industrie du jeu de société. Alors, on sait que le monde du jeu est très palpitant et en pleine effervescence là, depuis plusieurs années. De plus en plus de gens souhaitent intégrer l'industrie, que ce soit comme auteur, éditeur, distributeur, boutique, et que ce soit pour y travailler, y faire du bénévolat, ou même pour partir son entreprise. Aujourd'hui, ma chronique a été inspirée par une question qui m'a été posée par un inconnu. Qui clairement savait que j'étais dans l'industrie du jeu. Il me posait une question très intéressante parce que lui, il n'était pas dans le milieu du jeu, mais il souhaitait l'intégrer. Il me demandait des trucs et des informations sur l'industrie du jeu et plus particulièrement sur les emplois possibles. Donc, j'ai pris le temps de lui répondre en lui donnant plusieurs trucs au meilleur de ma connaissance. Puis après coup, je me suis rendu compte que l'information que je venais de lui donner était très pertinente. Puis si je la communique à n'importe quel inconnu qui me contacte comme ça, je pouvais bien la partager avec nos fans, la Légion balado-ludique et tous les balados-spectateurs qui nous écoutent. Alors aujourd'hui, c'est ça que je vais faire. Je vais vous parler de des choses à savoir là, si on veut travailler dans l'industrie, les petits trucs et astuces à bien connaître. Mais avant toute chose, j'ai une question vraiment importante à vous poser. Parce que si vous voulez entrer dans le monde du jeu de société, vous devez absolument vous poser cette question-là. Et cette question s'est inspirée du dilemme de Morpheus, qui dit « Choisis la pilule bleue, et après, tu pourras faire de beaux rêves, penser à ce que tu veux, et jouer à autant de jeux de société que tu le désires. Et ce plaisir sera toujours génial. Si tu choisis la pilule rouge, tu resteras au pays des merveilles et on descendra avec le lapin blanc au fond du gouffre de l'illusion ludique brisée. » Alors oui, la pilule bleue ou la pilule rouge? Là, c'est pas une question pour vous, les gars. Moi, je sais que vous êtes bien au fond du gouffre. Bien profondément dans ce stade. Je veux changer de pilule. Je veux jouer à des jeux. Il est trop tard. Il est trop tard. C'est fini, ce temps-là. Alors, si ta réponse est la pilule bleue, garde ta job puis continue à jouer à des jeux de société comme passe-temps. Tu vas triper le restant de ta vie et la magie du jeu va toujours y rester. Par contre, si ta réponse est la pilule rouge, voici quelques conseils qui t'aideront dans ta chute vertigineuse de ta transformation inévitable. Alors, le premier point, c'est avant d'intégrer un domaine, je dirais en général, mais celui du jeu de société, c'est important
t'informer au maximum sur l'industrie. Je sais que ça sonne large, puis c'est un peu OK, mais où on va dans tout ça? Mais c'est une industrie qui marche depuis des années, on parle de plus de 40 ans, et il y a beaucoup de choses à savoir avant de s'y aventurer au niveau de la chaîne de production, les interactions entre les différents intervenants. Pour ça, ben, c'est pas un travail qu'on peut apprendre généralement à l'école, c'est un peu du travail de recherche par nous-mêmes. Et il y a quand même beaucoup là, d'informations disponibles sur le web là, pour se garder informé ou au courant des plus récentes actualités du monde du jeu de société. Euh, donc, la première ressource, je dirais, c'est de regarder des blogs, parce que toutes les compagnies de jeux de société ou les auteurs de jeux de société, du moins ceux qu'on connaît le plus, ils tiennent souvent des journaux, des journaux, des blogs où ils parlent de développement, où ils donnent en fait un peu leurs connaissances, leur apprentissage, un peu gratuitement par rapport à ces plateformes-là. Donc, il n'y a pas un site en soi, il y a plusieurs sites à regarder. Mais prenez votre auteur préféré, essayez de voir s'il produit du contenu d'information qui pourrait aussi vous intéresser. Sinon, c'est sûr que Board Game Geek, c'est la ressource fondamentale. Bien que l'information ne soit juste en anglais, ça reste un outil fondamental pour la recherche et une meilleure compréhension du jeu de société. Il est aussi possible de trouver beaucoup d'informations, mais plus du côté français. Alors, quand vous voulez faire des recherches, portez une attention particulière aux auteurs de jeux, quand vous jouez à des jeux, au logo des compagnies sur les boîtes, au nom des compagnies, et essayez de comprendre c'est quoi leur statut, où ils se trouvent dans cette chaîne de production qui peut être un peu mélangeante au début. Mon deuxième conseil, c'est que l'industrie du jeu de société s'apparente plus à celle du livre que du jeu vidéo. Donc, si vous comprenez déjà, vous avez déjà une bonne idée de la structure de l'industrie du livre, ça va vraiment vous aider aussi à comprendre l'industrie du jeu. Je ne dis pas qu'il faut absolument connaître l'industrie du livre, mais si jamais c'est quelque chose qui est plus facile pour vous, au moins ça va vous donner une bonne idée de comment ça fonctionne. Mon troisième conseil, bien qu'il est possible d'en vivre, c'est la passion qui est le motivateur principal dans le jeu de société. Que tu crées ta compagnie, que tu sois employé, c'est pas l'argent qui te drive, c'est vraiment la passion et le désir de vouloir travailler dans ce domaine très ludique. Manger du carton. Tous les jours, comme régime. Alors, quatrième conseil, c'est l'industrie au Québec, c'est petit. Et le bénévolat, c'est un des bons moyens de rentrer un peu en contact avec cette industrie et de se faire des contacts dans l'industrie. Souvent aussi, le bénévolat va concerner l'animation de jeux, ce qui peut te permettre de découvrir des nouveaux jeux et apprendre un peu des nouveaux concepts ou apprendre à mieux expliquer des jeux de société. Tout ça, c'est de la bonne expérience, mais comme dans beaucoup d'industries, c'est un peu une histoire de contact. Plus tu es connu et connecté dans l'industrie, plus ça va être facile pour toi de trouver une place où travailler. Conseil numéro 5, en fait, c'est plus pour vous donner une idée à quoi de vous attendre là, selon quel domaine vous voulez travailler. Donc, premièrement, dans une boutique, le travail est lié au service à la clientèle et évidemment, l'aptitude à connaître beaucoup de jeux, à pouvoir bien les décrire est une qualité importante aussi. Chez un distributeur, c'est un travail qui est généralement lié plus à un travail d'entreposage. Donc, d'entrepôt, on déplace des quantités, des palettes et des palettes de boîtes et de jeux, mais c'est aussi, on peut aussi s'attendre à peut-être faire du contact avec les clients, avec nos clients qui achètent nos produits, et aussi de la coordination là, de livraison et de colis, soit pour la réception des colis par le distributeur ou par l'envoi aux clients. Chez les éditeurs, quels sont les emplois? On parle d'emplois qui sont soit liés à des compétences artistiques, infographie,
de l'art, de la mise en page. Tout ça, c'est un aspect quand même important, mais on parle aussi d'autres postes qui seraient plus en lien au game design, au prototypage de jeux. Souvent, on parle de gens qui sont déjà un peu dans la création de jeux, dans le prototypage, dans des auteurs de jeux qui se retrouvent souvent dans ces postes-là parce que c'est souvent un travail de développement de jeux qu'on retrouve là, dans les compagnies d'édition. Finalement, le dernier poste, et non le moindre, c'est celui du travail de l'auteur, qui n'est malheureusement pas un poste, c'est une passion. C'est l'énergie qu'on va mettre dedans. C'est par nous-mêmes, c'est nous qui allons amener ce produit à la fin. Mais c'est un travail qui se fait généralement en équipe ou seul chez soi, mais qui n'implique pas d'être engagé par une compagnie. Il y en a probablement, mais je peux pas nommer beaucoup de game designers ou d'auteurs de jeux qui sont des employés d'une entreprise, à moins que ce soit leur propre entreprise, évidemment. Donc, conseil numéro 6, en parlant d'entreprise, avant de lancer votre entreprise, je vous conseille grandement d'y avoir travaillé auparavant. Idéalement dans le domaine, dans le secteur que vous souhaitez vous lancer. L'expérience acquise vous permettra d'avoir une meilleure compréhension générale de l'industrie et vous aidera à prendre les meilleures décisions entrepreneuriales pour vous positionner. Parce que oui, il y a plein de choses qu'on peut faire, plein d'entreprises, plein de projets qu'on peut partir. Mais le plus grand défi dans le jeu de société, c'est de réussir à vivre de ça et en vivre dans les années et faire prospérer notre compagnie. 7e conseil, il y a très peu de gros éditeurs au Québec, très peu de très grosses compagnies. Forcément, on pense à Asmodée, ils sont présents au Québec, mais plus une compagnie française. Au Québec, il y en a. On en a beaucoup. En fait, c'est une effervescence. Maintenant, je dirais qu'il y en a de plus en plus. Mais ils vont se trouver, ça va être pour l'instant surtout des petits éditeurs, des petites compagnies de jeux. Malgré tout, il y en a, ça existe. Il y a quand même beaucoup de compagnies qui existent. Quelques grosses compagnies qui engagent un petit peu plus. Mais il faut quand même savoir que c'est pas un domaine où il y a beaucoup, beaucoup de postes ouverts dans des entreprises en général. C'est aussi c'est un domaine où l'entrepreneuriat, je vous dirais, est plus recommandé ou du point est un projet à long terme viable. Alors, comme petit dernier conseil, ben, comme je vous dis, il y a de plus en plus de petits éditeurs au Québec. On parle généralement d'auteurs qui décident de faire de l'auto-édition, donc d'éditer leur propre jeu. Bien que la plupart de ces petits éditeurs sont généralement formés de 1 ou 2 personnes, ben, je pense que dans les prochaines années, il va y avoir plusieurs de ces entreprises-là qui vont réussir à grossir et à augmenter peut-être leur bassin là, d'employés qui peuvent engager pour la production de leur jeu. Donc, bon, ça reste encore très petit. C'est presque, je dirais, une industrie indie de la création du jeu, surtout quand on parle d'édition. Mais le potentiel est là. Beaucoup de nouveautés et d'énergie dans la création de l'entreprise et dans le but de sortir des nouveaux jeux et sortir un peu des sentiers battus ou habituels que l'industrie prend et donc proposer peut-être plus des jeux de stratégie qui est difficile à proposer dans une entreprise de jeux de société là, moderne au Québec. Tout ça pour dire que oui, on peut travailler dans le jeu de société, il y a plein de domaines et de portes pour entrer. Ça reste un petit milieu où il n'y a pas beaucoup de postes, pas beaucoup, disons, de mouvement. Généralement, les gens qui ont des postes dans les jeux de société, ils vont le garder très, très longtemps. Donc, ça peut être un petit peu difficile de vous frayer chemin. C'est normal que ça prenne plusieurs années avant de bien s'intégrer dans l'industrie, connaître les bonnes personnes et en fait savoir même des fois ce que vous voulez faire dans cette industrie-là. Ça peut vous prendre quelques années. Ben, pour terminer, dans le fond, je vous conseillerais seulement si ça vous intéresse d'en connaître plus sur les éditeurs au Québec,
de lire l'article de notre ami le ludologue qui a Le fait en cinq seul parties. et unique Ludologue ludologue du du Québec, Sylvain A. Trottier. Son article sur le site jeu.ca qui fait la présentation des différents éditeurs présents cette année en 2021 et leur projet de cette année. Donc, c'est une source d'information très intéressante qui donne un bon survol de ce qui existe, des compagnies qui sont là. On peut aussi, il a créé ce même article l'année passée, donc on peut voir aussi l'évolution, la différence et à quel point il y a eu, entre-temps, déjà beaucoup de petites entreprises qui ont été formées. Donc voilà, dans tous les cas, c'est une industrie qui est le fun, qui est passionnante, qui est intéressante, mais ça va vous transformer à jamais, sachez-le. Vous allez devenir comme nous. En fait, on pourrait croire que tout ça est juste trop bien fait pour que je me permette de réagir directement à ça. Je pense que JF, de toute façon, a fait un bon résumé de la chose. Je trouve ça bien que tu parles de passion et tout ça, parce que la plupart et je fais ça à la fin, là, réellement, là, c'est la fin de l'épisode. Hein, donc, ceux qui veulent quitter, tout ça, allez-y. Quoi? Non, il y a la nouvelle. C'est ça. Mais la nouvelle, C'est quoi, tu veux nous dire des affaires plates avant, là, nous révéler le gros truc? Non, c'est ça. Dans le fond, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Nos grands fans le savent, les gens qu'on connaisse le savent, mais avec Pierre, JF et moi-même, on a lancé un studio de développement de jeux de société il y a moins d'1 an, le studio Locomuse. On a 2 volets, donc on fait des jeux sur mesure pour des clients, mais aussi on fait de l'édition. Et le confinement, tout ça, je vous épargne tous les détails parce que je suis juste allé dans le feu de l'action. On est là par passion, bien entendu. Et on travaille sur un projet depuis le mois d'août, depuis le mois de juin, en fait. Donc, on travaille sur notre projet qui commence à prendre beaucoup d'ampleur en ce moment et qui approche de plus en plus. Fait écho à la chronique de JF et à la chronique de Pierre, bien entendu. C'est un livre, une compilation de roll and write d'auteurs québécois. Cet été, on a lancé un appel à la communauté des auteurs québécois qui est en effervescence complète. On leur a dit, on veut faire un livre, on veut faire une compilation, on veut regrouper des roll and write d'auteurs québécois. En avez-vous qui dorment dans vos tiroirs? Voulez-vous vous mettre la main à la pâte pour le challenge? Et c'est ça, on a reçu plus d'une quarantaine de jeux. On en a testé, on travaille avec des auteurs sur le développement de certains de ces jeux-là. Et le livre approche de plus en plus de sa sortie. On est rendu, on a pris une 12aine de jeux pour l'instant. On travaille assez fortement là-dessus. Vous trouverez sur notre page Facebook un lien vers le groupe du livre, là, si c'est quelque chose qui vous intéresse. On parlait d'écrire un nouveau pan dans l'histoire des roll and write. Loin de nous l'idée de dire qu'on révolutionne le genre. On veut pas avoir la grosse tête là-dedans non plus. Mais je pense sérieusement que cet ouvrage-là va être une pierre vraiment intéressante pour le monde du roll and write. Au Québec, on a des auteurs, des autrices qui sont d'un grand talent, d'une ingéniosité, d'une créativité très, très, très développée. Donc, les jeux qui se retrouvent dans ce livre-là, il y en a qui sortent beaucoup des sentiers battus. Il y en a qui font très bien les choses simples. On va essayer de pas trop faire la promotion abusive là, de nos... C'est pour ça que je voulais attendre la fin de l'épisode, les gars, pour en parler. Ouais, mais là... Moi, C'est rendu là, hein? Moi, je réitère que ma chronique a absolument aucun préavis qui avait été donné. Non, mais c'est ça, il n'y a rien de tout ça qui est prémédité. Là. Tout ça s'enchevêtre de façon naturelle. D'ailleurs, on peut le dire maintenant aussi, Arturus Rex, du proto de l'année, va être dans le livre. D'ailleurs, il était déjà dans le livre avant qu'il gagne le prix, mais on pouvait pas l'annoncer parce que bon, c'était un peu le jeu était un peu en compétition à ce moment-là. Mais c'est un jeu qui sera dans le livre, Arturus Rex, et plusieurs autres d'ailleurs. On va sûrement en parler plus en détail dans d'autres épisodes. Là, je voulais juste vous teaser un peu et vous montrer sur quoi on travaillait ces temps-ci.
Et aussi, pour moi, c'est un projet, purement québécois, duquel j'en retire une grande fierté de travailler avec tous ces auteurs, des auteurs qui ont déjà publié des jeux et des auteurs qui en sont à leur première signature de jeu. Donc, on aura vraiment un éventail assez intéressant là, de la création de jeux au Québec. On a un éventail aussi assez différent de jeux, des petits jeux plus courts aux jeux de stratégie plus longs. Donc, il y a aussi une belle diversité là, dans les types de jeux, tout ça. Puis, sur le groupe du livre, nous allons poster de l'information. Si ça vous intéresse de voir un peu le développement des différents jeux, on a d'ailleurs affiché plusieurs time-lapse des versions, à quel point ils ont évolué avec le temps. Donc, c'est assez impressionnant. C'est le fun à voir si ça vous intéresse les dessous un petit peu. On va parler un peu de ça. On va demander aux auteurs de nous parler de leur jeu aussi, puis de montrer des séances de playtest et tout ça. Il faut dire que tous ces auteurs-là travaillent. Nous, on les connaît tous, mais ils ne se connaissent pas nécessairement tous entre eux. Donc, ça va être aussi l'occasion là, pour ces auteurs-là de communiquer, de partager entre eux les différents projets qui vont être dans le livre et de les tester aussi là, au fur et à mesure entre-temps. Donc, ça vaut la peine de suivre ça. C'est sûr qu'on est encore vraiment au début là, de la commercialisation du jeu. Là. On est vraiment dans les prémices parce qu'on est en fin de développement au niveau de la majorité des jeux. On tombe en phase d'édition là, pour tranquillement là, un jeu après l'autre. Là, quand ils sont rendus à cette étape-là, on les signe en édition et on finalise le travail de développement s'il y a besoin. Et c'est là qu'on va commencer aussi à travailler avec des artistes, pour la plupart québécois, si je ne me trompe pas, et qui vont nous fournir. Donc, on va aussi diffuser un peu des images, des prises d'images du jeu, de ce qui pourrait ressembler ou de peut-être des idées de où ça se dirige et même des vrais visuels quand on va en avoir. Donc, pour suivre toute l'évolution de ça, suivez-nous sur la page Balado Ludique, évidemment, mais la page du livre aussi. Et c'est ça, ça va être révolutionnaire, Simon, franchement. Révolutionnaire. Ouais, j'aime bien me dire ça à moi-même. Après ça, tu sais, je veux dire, moi, je suis vraiment fier de ce projet-là. Je pense que ça va être un projet unique, un projet rassembleur aussi pour la communauté des auteurs du Québec. Bien hâte de voir où ça va aller. Et c'est ça, Bon, on essaye à Balado Ludique de garder un peu on va dire comment on dit ça, le retrait des médias, là, donc pas nécessairement trop faire de promotion avec cet outil-là. Par contre, on sait que la plupart des gens qui écoutent vont faire ça aussi. Donc, c'est vrai qu'il y aura un épisode qui va être dédié au livre où on pourra parler en détail de tous les jeux qui sont dedans, peut-être avoir des auteurs en entrevue, parler du processus. Bien entendu, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous en parler. Comme ça, on sait qu'on va pouvoir faire plus de contenu là-dessus. Yes. Bien hâte de oui, ça s'en vient, là. C'est très, très excitant tout ça. J'ai hâte plusieurs mois sur certains jeux qu'on travaille, qu'on l'améliore de fois en fois. Mais là, c'est le temps de le voir avec du vrai visuel. Là. Sortir, tu sais, avoir le vrai feeling. Là. Donc, on sait qu'il marche mécaniquement. J'ai juste hâte de voir la fusion des thèmes, des mécaniques et du thème, et de voir les super visuels qu'on va en sortir de ça. Exact. Faut comprendre aussi que pour nous, même si, bon, on a de l'expérience là-dedans, particulièrement Jeff Pierre, ils ont travaillé en édition de jeu, tout ça, ça reste que c'est le premier projet qu'on attaque à l'interne nous-mêmes, que c'est le projet qu'on développe. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup d'apprentissage. Et comme on n'aime pas faire les choses... On fait un livre, en fait. Au lieu de faire un jeu... On fait pas un jeu, on fait un livre. Fait que c'est différent, mais bon. Qui contient 11 jeux différents. C'est comme dire, au lieu de se lancer dans une affaire, là, on voulait faire un petit jeu de cartes et tout. Finalement, le jeu de cartes, il est dans mon tiroir, là, il attend juste d'être fait. Fait qu'on a juste dit, on va aller vers autre chose. On va faire 11 jeux à place de 1. Ouais. Exactement. Mais on a de vous présenter ça parce que ça va être super. Pierre, une petite réaction là-dessus? Ou? Quand je vous disais que c'était dans l'air du temps, les Roll and Write, en fait, on a simplement été dans la vague avec ce projet-là.
Parce que oui, on va quand même laisser notre trace avec ça, forcément. En fait, on essaye de distinguer avec ça. Mais la compétition est là, forcément, parce que les roll and write pullulent sur le marché. Et si on est conscient de ça, et on l'est, dites-vous bien qu'on est très exigeant sur les jeux qui vont être dans ce livre-là. Alors, attendez-vous quand même à ce que ce soit des jeux très bien testés et très recherchés aussi. Bon point ça. Pierre, en plus, c'est le défendeur de l'innovation et de la qualité chez Locomuse. Donc, c'est clair que si un jeu passe par là, S'il passe les critères de Pierre, c'est que c'est solide. c'est solide, effectivement. Alors, ben, encore une fois, tout le monde, on lance la saison 9 en force, 2e épisode. Merci beaucoup d'avoir été là. Le 11 avril, en après-midi. Mettez ça dans votre calendrier, le Beach Party en après-midi. On fait la fiesta et c'est la fin de la saison. Sinon, merci beaucoup au Patreon. Ceux qui veulent nous supporter, vous pouvez nous trouver sur Patreon, mais sinon, c'est vraiment pas requis. Votre simple amour est suffisant pour nous. C'est ce qui nous permet d'avancer. Alors, Jeff, je te dis à la prochaine. Hey, Simon, Pierre, je te dis à la prochaine aussi. Messieurs, ça fut un plaisir.